Rema Zinaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères de Tunisie. On est encore à Erevan, ce sommet, le 17e de la francophonie, qui a vu donc une nouvelle secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, venue du Rwanda, prendre la tête de la francophonie. C'est l'Afrique qui triomphe aujourd'hui? Non, on ne peut pas parler de triomphe. C'est un choix qui a été endossé par les Africains, accepté par les autres. Je pense qu'elle est la candidate de toute la famille francophone maintenant. Oui, donc c'est un choix finalement qui vous satisfait en Tunisie? Oui, puisqu'elle est africaine, de toute façon, nous, on fait partie de cette famille africaine et je pense qu'on fera tout pour qu'elle réussisse dans sa mission. Oui, c'est une nouvelle perspective pour la francophonie? Oui, pour la première fois, on a une Africaine à la tête de cette organisation, dont une grande partie des membres sont des pays africains. Et donc, je pense que l'Afrique va avoir maintenant son impact sur le présent et l'avenir de l'organisation. Oui, et dans 2 ans, ce sommet de Tunis, vous avez en main finalement le prochain sommet, le 18e sommet de la francophonie. Comment ça se présente, monsieur le ministre? Écoutez, d'abord, ça se présente, c'est que nos frères africains et les autres pays membres de la francophonie ont choisi Tunis depuis déjà 2 ans. Et on se prépare pour ce sommet qui a une symbolique particulière parce que c'est le 50e de la francophonie. Bourguiba était l'un des principaux fondateurs de ce mouvement. Et je pense que ça sera une consécration de tout un parcours que la francophonie a accompli pendant ces 50 ans. La Tunisie s'attellera pour que ce sommet soit vraiment un tournant, un véritable tournant dans le travail et la mission de cette organisation. Un sommet finalement symbolique de la Tunisie, j'allais presque dire, pense ses plaies. Vous avez connu des périodes extrêmement difficiles et au fond dire voilà, on va organiser ce sommet, c'est une nouvelle étape. Oui, écoutez, d'abord, la Tunisie d'aujourd'hui, c'est une démocratie naissante. J'espère que d'ici 2020, nous allons avoir des élections en 2019. Et donc, on va consacrer davantage ce processus démocratique. La Tunisie démocratique accueille ce sommet qui va évidemment nous offrir une plateforme pour dire à nos amis, aux membres de l'organisation, que sur tous les chantiers qu'on est en train de développer en Tunisie, que ce soit au niveau des droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'égalité du genre, évidemment, il y a une dimension économique importante que nous voulons accorder à ce sommet. C'est le côté jeunesse d'abord, puis le numérique. Et nous sommes en train de réfléchir sur les thèmes on va développer pendant ce sommet. On a déjà commencé, entamé le travail et j'espère que dans quelques mois, on sera en mesure de l'annoncer. Oui, vous parliez des notions d'égalité des genres, des notions de liberté, de droits humains. Le président français Emmanuel Macron, lors de son discours d'intervention au tout début de l'ouverture de ce sommet, a rendu hommage au président Essebsi en disant, évidemment, que dans la lignée de Bourguiba qu'il admire et que vous avez cité il y a quelques instants, il était en train de faire des choses exceptionnelles, notamment pour réformer l'héritage, le droit familial en Tunisie et permettre l'égalité des femmes par rapport aux hommes. Et il a dit, Monsieur le Président, on est avec vous, allez-y, parce que c'est courageux, les obscurantistes veulent vous en empêcher. Mais écoutez, le président Kais Essebsi s'inscrit dans cette tradition réformiste en Tunisie, qui n'est pas le fruit d'aujourd'hui, en annonçant il y a 2 ans la création d'une commission pour réfléchir sur l'égalité complète, continuer à consacrer l'égalité complète entre hommes et femmes, et surtout au niveau de l'héritage, le choix du partenaire. Je pense c'est une égalité entre les femmes et les hommes pour l'héritage. Oui, c'est un projet que le président a lancé. Il fait l'objet maintenant d'une discussion animée en Tunisie et ailleurs, en dehors de la Tunisie, parce que c'est une question essentielle, culturelle et même religieuse dans le monde arabo-musulman. Je pense que la Tunisie a toujours été pionnier dans ce genre de réforme. Il y a 60 ans, on a adopté le premier code du statut personnel qui interdisait la polygamie, qui rendait le divorce judiciaire, qui accordait des droits aussi importants pour la femme. Notre constitution de 2014, au niveau civil, comme un État moderne, accorde
totalement une égalité totale entre hommes et femmes. Il y a la parité, elle a instauré la parité au niveau des élections. Je pense que cette initiative du président s'inscrit dans cette logique. C'est une initiative, au fond, courageuse, disait Emmanuel Macron, parce qu'il parlait des obscurantistes en face. Vous vous dites, finalement, c'est une lutte comme ça pour la modernité. La Tunisie peut gagner ce combat? Oui, la Tunisie a été toujours moderne, franchement. On a connu des épisodes, malheureusement, d'un retour, d'un repli, mais la Tunisie a été toujours un pays ouvert. C'est un pays qui a toujours cherché le dialogue. Et c'est l'essence même de la société tunisienne. Et je pense que ces idées-là qui ont été proposées par le président, il y a un large soutien de ces propositions. Ça reflète l'attachement des Tunisiens à cette modernité de leur pays. Oui, et une image de développement économique aujourd'hui. Parce qu'au fond, c'est ça le grand enjeu. Oui, l'enjeu, c'est de démontrer à nos jeunes qui se sont soulevés en 2011, réclamant davantage de liberté et de dignité. Oui. Ils ont eu la liberté puisque maintenant ils sont libres. Ils assument une liberté totale au niveau de l'expression, ils participent aux élections. Aujourd'hui, le rôle de l'État, du gouvernement, c'est leur accorder cette dignité. Et cette dignité vient évidemment par une économie, la relance de l'économie, afin de créer évidemment les emplois. Nous avons aujourd'hui quelques 300 000 jeunes avec des diplômes universitaires à la recherche d'un emploi. Tout l'objectif du gouvernement et le programme de ce gouvernement, c'est d'essayer de répondre à ces attentes de nos jeunes. Oui, ça fera 50 ans, c'est l'anniversaire de la francophonie que vous allez fêter donc à Tunis. Monsieur le ministre, au fond, c'est l'image de la Tunisie dans le monde aujourd'hui qui est en jeu. Oui, c'est d'abord, vous savez, la Tunisie organise en mars le sommet arabe des chefs d'État et de gouvernement arabes. C'est le sommet arabe, il aura lieu en mars. Et après le sommet arabe, nous allons organiser cette grande manifestation qui est le plus grand sommet que la Tunisie abrite depuis son indépendance. 84 aujourd'hui pays, je pense qu'ils sont aujourd'hui 87, seront d'ici 2020 à 87 pays. C'est quand même une occasion pour tous ces chefs d'État et de gouvernement venant de partout, de tous les continents, de voir ce que la Tunisie est en train de réaliser depuis 2011, un projet démocratique et un pays ouvert et j'espère d'ici là sur les rails au niveau du développement économique. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre Ghemaes Jinaoui, ministre des Affaires étrangères, à l'issue donc de ce sommet qui vous satisfait, on l'a compris. Oui, nous sommes satisfaits parce que c'est une autre réalisation que fait la Tunisie sur la voie de l'ouverture, la voie de l'accueil et surtout 50 ans de francophonie, c'est une dimension importante de notre culture et de notre identité. Et donc, on va fêter ensemble avec tous nos amis francophones à Tunis, j'espère, d'ici en 2020, ce festival de la francophonie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci.